Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes jeudi, c'est votre rendez-vous de l'économie. Je suis ravie de vous retrouver, merci de nous suivre sur votre chaîne et sur les réseaux sociaux. Le thème que nous avons choisi pour vous ce soir nous intéresse tous, il s'agit du logement. Nous allons parler plus précisément du logement privé. Malgré la demande et malgré les efforts de programmes publics de logement, les appartements promotionnels et privés poussent comme des champignons dans la plupart des villes du nord du pays, mais de moins en moins de gens en veulent. Les prix pratiqués malgré de légères baisses ces dernières années sont toujours vertigineux, astronomiques. Le mètre carré en Algérie figure parmi les plus chers en dehors du logement subventionné. Est-ce que les prix du logement résidentiel sont justifiés ? Quelles sont les tendances de l'offre, de la demande dans l'immobilier privé? Qui en profite réellement de toute cette manne d'argent? Et surtout, comment les Algériens peuvent-ils s'adapter? Surtout, comme on l'a dit, lorsqu'ils ne sont pas éligibles au logement subventionné ou au logement aidé. Voici donc le débat de ce soir et j'ai le plaisir de recevoir avec moi M. Abdelhakim Aouidat. Bonsoir. Et vous êtes le président de la FNAI, la Fédération nationale des agences immobilières. À vos côtés, M. Lotfi Hamdani, ravi de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes le patron du site d'annonces immobilières El Keria. Merci d'être avec nous. Et je suis également ravie de recevoir M. Abdelrahman Benyamina. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert dans le domaine de l'immobilier. Merci d'être avec nous. Je vous remercie. Voici donc pour le sujet de ce soir. Nous avons choisi de vous parler de logement de manière générale, mais en particulier du logement promotionnel, cet effort de constructeurs privés qui répondent ou qui devraient répondre à une demande d'une population d'Algériens qui sont souvent des cadres, qui ne seraient pas éligibles aux différents programmes de logement subventionnés ou aidés, mais qui cependant n'ont pas les moyens de se permettre d'acheter un appartement réalisé par un opérateur privé. Alors, avant de voir le reportage qui a été réalisé sur ce domaine, je voudrais d'abord qu'on dresse le décor de ce débat en donnant une idée claire. Première question, tout d'abord, dites-moi, est-ce qu'il est correct et juste de penser et de dire que le mètre carré à Alger, lorsqu'on parle du logement privé, est parfois plus cher qu'à Miami et à Los Angeles? C'est pas moi. Allez-y. En fait, j'ai toujours dit le contraire. Et je peux pas. Donc beaucoup de gens le disent, ou le pensent en tout cas. Oui, c'est une fausse information, une fausse idée au fait. Parce qu'on n'arrive pas à développer ce raisonnement. Parce qu'au fait, on compare le coût de l'immobilier par rapport au niveau de vie de l'Algérien. Et ça, c'est vrai. Si on prend cette comparaison et on compare le niveau de vie ou le pouvoir d'achat algérien et le pouvoir d'achat américain ou français, c'est vrai qu'il y a un décalage assez important vis-à-vis du prix. Mais au fait, nous, on avait fait une analyse il y a 2 ans sur cette question. On disait que le logement algérien, le logement en tout cas en Algérie, est parmi les produits les moins chers par rapport à d'autres produits comparant, et on a pris la France. Le prix moyen d'un F3, à la capitale, à Alger. Vous cumulez l'ensemble de ce que propose le parc immobilier en Algérie, on est d'accord. Hein. En fait, alors que ma question portait sur précisément le parc immobilier privé. Hein. Mais allez-y dans votre raisonnement. En fait, on prend le prix le prix moyen d'un F3 dans la capitale. Il est à 1,7 milliard Donc, on va le comparer, si on veut comparer avec une ville européenne, on prendra une autre capitale, donc Paris, et voir est-ce que le prix est vraiment plus cher ou pas. La moyenne du prix d'un F3 à Paris, elle coûte dans les 400 000 euros. Oui. À Alger, donc le 1,7 milliard, avec le taux de change de la Banque d'Algérie, on est à 100 000 à 120 000 euros. Alors, donc c'est 4 fois moins cher qu'à Paris. Donc on ne peut pas dire que c'est plus cher qu'à Paris ou qu'à Londres ou qu'à... Une idée erronée. Lotfi Hamdani, je suis navrée de devoir interrompre le temps de quelques instants ce débat puisque tout de suite nous allons suivre l'appel à la prière dans la région d'Alger. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Nous sommes de retour sur le plateau de la semaine éco. Le thème de ce soir porte sur les tendances du marché de l'immobilier privé en particulier. Et nous parlions juste avant l'appel à la prière des prix. Et beaucoup de gens, comme je le disais, pensent que le prix du mètre carré en Algérie est disproportionné. Il est bien au-dessus des valeurs qu'il devrait avoir et il pourrait même être amené à être beaucoup plus cher que dans des grandes villes capitales. J'ai cité Miami, Los Angeles. On peut parler aussi de Paris, comme vous disiez tout à l'heure, Lutfi Ramdani. Votre point de vue sur la question, Monsieur Aouidet? Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je reviens un petit peu sur ce qu'a dit M. Ramdani. Effectivement, quand on fait la comparaison des prix, on s'aperçoit que Alger, c'est moins cher par rapport à Paris. Mais si on revoit le niveau de vie de l'Algérien, c'est tout à fait différent. Parce que quand on prend un salaire d'un Algérien avec un salaire moyen, il faudrait tant d'années pour l'avoir. Par contre, en France, c'est moins d'années, beaucoup moins d'années. Oui. C'est par rapport à ça qu'on dit que le logement en Algérie, il est plus cher par rapport aux grandes capitales du monde. C'est dans ce sens que cette étude a été faite. En tout cas, la phrase est fausse. Donc, l'idée, il faut être plus précis pour dire que le prix par rapport au niveau de vie, il est plus cher en Algérie, aussi cher qu'en Algérie, qu'en des capitales européennes. Oui. Mais dire que le logement en Algérie est plus cher qu'à Miami, c'est une fausse information. En tout cas, en tant qu'expert, je ne peux pas le cautionner. Monsieur Benyamina. Si vous permettez juste une précision, je rejoindrai peut-être en partie l'avis de M. Aouidet. C'est que dès qu'on parle prix, on doit avoir une vision économique intégrée. Certes, le citoyen simple ne va pas jusque-là dans le détail en utilisant cette phrase. Mais une chose est sûre, c'est que l'immobilier, il est intégré à une économie immobilière. Et cette économie immobilière nous donne un produit qui est, entre autres, le logement, et précisément le logement résidentiel. Donc, dès qu'on parle prix, c'est impératif, c'est une vision économique intégrée. Pourquoi? Parce qu'en amont, nous avons toutes les filières qui donnent ce produit immobilier, entre autres la filière de la construction, la filière de la finance, la filière de l'ingénierie et la filière de la collectivité locale. Toutes ces filières donnent naissance à ce produit immobilier qui est utilisé par le consommateur et entretenu par les différents acteurs immobiliers. La construction est celle qui tire l'économie vers le haut. Lorsque le bâtiment va, tout va. Effectivement, c'est intimement lié finalement. Cette expression, par exemple, quand le bâtiment va, tout va. Actuellement, on parle de l'économie immobilière. Et c'est le plus grand employeur. Donc, quand on parle de prix, encore une fois, si vous permettez la précision, c'est une vision économique intégrée. Maintenant, si on va vers le comparatif par rapport à notre taux de change, d'abord, nous n'avons pas un dinar convertible au sens propre du terme. Deuxièmement, nous construisons avec quoi? Nous construisons en partie, nous réalisons ce produit en partie avec du dinar avec des devises, et en partie avec des devises. Donc nous avons une économie nationale intégrée suite à des devises, à de l'importation de services ou de l'importation des travaux à une économie mondiale. Donc c'est un prix
économiquement intégré. Maintenant, pour le comparer, quand on compare un prix, on ne compare jamais un prix sans comparer les produits. Et si on compare, désolé j'ai un peu tardé peut-être, et si on compare les produits, par exemple un produit à Alger, si on compare les grandes villes, on ne peut pas comparer un produit à Alger sans l'intégrer dans ce schéma national. Et on ne peut pas comparer avec un autre produit à Miami sans l'intégrer à son schéma national. Pourquoi je parle de schéma national? Parce que c'est son intégration à ce schéma national qui va nous donner par la suite la qualité et tous les éléments comparatifs de ce produit. Et on vient projeter ce prix. Maintenant, est-ce que c'est rentable? C'est pas rentable. Est-ce que le citoyen en répond à son besoin ou pas? Est-ce que c'est surévalué, surévalué? Absolument. Donc, ce qu'on comprend bien, c'est que dans un prix, évidemment, il y a plusieurs composantes qui sont liées au macroéconomique, on va dire, mais aussi à tous les éléments, à tous les facteurs qui font que ce logement coûte ce prix-là. Alors, on va essayer de comprendre un peu plus si les prix sont justes, parce qu'effectivement, il y a peut-être un élément psychologique lorsqu'on compare au logement aidé, au logement subventionné. Il y a quand même un palier qui est complètement différent. Alors, les raisons d'un tel niveau de prix, lorsqu'on parle de 400 000 dinars le mètre carré pour le haut standing ou le très haut standing, on n'a jamais compris la différence, mais ça, c'est les promoteurs qui le savent, et entre 200 et 300 000 dinars le mètre carré pour le moyen standing, est-ce que vous pensez que ce sont des prix justes? Et au fait, le prix de vente, il obéit à plusieurs facteurs. Donc, et le promoteur, c'est un acteur économique. Il est là pour faire du commerce. Donc, il est là pour acheter, construire et revendre. Il est là pour faire du bénéfice. Et pour calculer son bénéfice, il fait un bilan dès le départ de son projet, avant même d'aller acheter un terrain. Donc, il va voir est-ce que c'est viable, est-ce qu'il va gagner tant d'argent avec une marge bénéficiaire ou pas. Et c'est ce qui fait que, et comme en fait l'un des parties qui coûtent cher dans un logement est le foncier, on peut voir des prix. Non, pas que 400 000 dinars, on a vu des mètres carrés à 700 000 dinars dans la capitale. Donc c'est des prix parce que, en partie, c'est la finition du terrain et aussi le terrain. Quand on parle dans les hauteurs d'Alger, le terrain à lui-même, le mètre carré, il coûte dans les 500 000 dinars, le mètre. Donc c'est une composante qui fait que les prix sont aussi chers dans des villes et moins chers dans d'autres. Et en parlant sur la finition, c'est des produits importés ou pas, toute l'ingénierie financière, comme dirait M. Benyamina, qui rentre en jeu. Est-ce qu'on travaille avec notre argent, donc les fonds propres de la société, ou avec la banque, et surtout l'offre et la demande. En fait, s'il y a une offre pas très importante contre une demande très importante, en tout cas en Algérie, on a une demande estimée qui avoisine les 400 000 demandes par an, et l'État arrive à répondre à un peu plus de la moitié de cette demande, mais le reste, les gens ils vont le chercher dans le marché, en tout cas privé, dans la promotion privée neuve ou ancienne. Et tant qu'on a ce gap important entre l'offre et la demande, c'est vrai que c'est tout à fait normal que le promoteur vende, en tout cas les produits promotionnel reste cher par rapport au niveau de vie et au pouvoir d'achat des Algériens. Alors justement, par rapport aux tendances, nous avons été sur le terrain, notre reporter Sena Bouarour est allé sur le terrain pour poser la question de savoir aujourd'hui, est-ce que la tendance des prix est plutôt à la baisse, est-ce qu'elle est à la stagnation ou au contraire, est-ce qu'elle a augmenté et en fonction de cela, l'offre et la demande est-elle en train de répondre? Est-ce que le segment de population concerné par le logement privé est en mesure de répondre et d'aller vers ce qu'offre aujourd'hui le parc immobilier privé. La réponse donc, je vous le disais, Sena Bouarour est allé la chercher au niveau de professionnels du secteur. On regarde son reportage. Le marché de l'immobilier en Algérie demeure stable selon certains experts, malgré les prix élevés de la vente et de la location, une cherté due à plusieurs facteurs. Les loyers ont augmenté pour la simple raison que chaque année, il y a toujours une nouvelle demande. Mais en contrepartie, l'offre reste presque la même. Pour ce qui concerne les ventes, ça fait quelques années, ils sont restés stables, chers mais stables, aucune augmentation. Une cherté ressentie par la population. Soit dans les grandes villes ou les petites villes, c'est très très cher.
الدينار اللي هبط يا سا كيجو سمعت انا كيقول لك البترول ها طلع وحبط مي يا دي جون كي فيفو au-dessus de leur moyen d'autres عايشين en dessous de la misère. Le marché de la location n'est pas organisé par l'État. Voilà, exactement. On loue toujours à Chiraga une chambre, une petite chambre avec un petit salon, un petit carré pour 3 millions 200. الكريه في الجي غاليه علاش خاطرش لا سوسيتي كاع في الجي سونتر لي مينيستير التريبينال كلش في الجي سونتر يحسن نعاون الانسان اللي ما عندوش دار في هذه البلاد خاطش باش يكري امبوسيبل. La cherté des prix de la vente du mètre carré touche pratiquement les grandes villes, notamment Alger, où il y a une forte concentration de la population. D'après M. Meshrid Ramdan, cet agent immobilier qui a plus de 22 ans d'expérience dans ce métier, la vente recule de plus en plus, notamment pendant ces dernières années. C'est le propriétaire des biens qui décide du jour au lendemain à placer un prix à sa manière. Voilà. Pourquoi? Parce que son voisin a peut-être vendu à un prix. Il vendra aussi à ce même prix. Alors, si par exemple il y aurait des prix par coût du mètre carré bâti par ce que j'ai dit, par zone, le client saura que, de par ses moyens, où acheter. À titre d'exemple, le 1er mai, il y a 6 ans, un 9-2 était vendu à 3 millions de dinars. Aujourd'hui, il est à 12 millions de dinars. Avec la cherté des appartements, les gens ne peuvent pas acheter, ça c'est vrai. Ok, mais il y a un acteur qui manque, c'est celui des banques. Là, à ce niveau, les banques doivent intervenir pour aider les gens à acheter. Ça va débloquer le marché de l'immobilier. Avec la politique du gouvernement orientée vers la production massive de logements, le marché de l'immobilier prendra une autre tournure. Actuellement, les souscripteurs sont des locataires. Demain, quand il y aura distribution des logements ADN, là, on va voir que des appartements sont libérés. Il va y avoir la baisse de la pression sur la location. Parce qu'il y aura plus d'appartements sur le marché à louer. Les experts appellent à une meilleure régulation du marché de l'immobilier, ce qui permettra une amélioration de la qualité de vie des citoyens aux petites bourses. On avait donc dans ce reportage qu'il y avait pas mal de points de vue. D'abord, ce qui nous intéresse, c'est le point de vue des citoyens. Les gens trouvent que c'est cher et ils trouvent que c'est pas juste aussi d'être accroché ou, au loyer, puisque le loyer reste quand même cher. Et je pense que c'est un postulat qui est important et qui rend aujourd'hui la problématique du prix du logement, même privé, et même s'il s'adresse à une catégorie faible, il reste quand même important. Aujourd'hui, les gens veulent acquérir. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Est-ce qu'il faut louer ou il faut acheter? Je reste toujours sur la vision économique intégrée et qui répond à un couple, qui est le salaire du consommateur et le prix du produit. Mais là, j'apporte juste une précision importante. Tout à l'heure, j'ai parlé du schéma national. Peut-être le citoyen simple ne le sait pas, on le sent, mais il ne le sait pas. Vous savez que 87% de la population se concentre sur 4% de la surface d'Algérie. Et ça, c'est un déséquilibre. La mission du schéma national, c'est absorber ce déséquilibre et créer une répartition. Pour le moment, on est sur le déséquilibre. Maintenant, pour aller sur le prix, je reste toujours sur la vision intégrée, c'est que quand on va vers les grandes villes, par exemple, on ne peut pas, du moins, on ne peut pas aller en dessous de ces prix. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est quoi un produit immobilier? C'est un investisseur qui met un capital investi, il vise une rentabilité. Ce capital investi, c'est son investissement, comme l'a dit tout à l'heure l'expert Ramdani, le terrain, la construction. Il s'investit, il s'attend à une rentabilité. Cette décision d'investir, c'est d'abord un choix de lieu. Ce choix de lieu, il vise une population. Cette population, c'est son segment, c'est son investissement. Le code commerce le permet. Mais à mon avis, je laisserai mes collègues donner leur angle de tir. Pour moi, c'est pas ça vraiment qui, entre autres, c'est pas ça qui pose le problème. Le problème, c'est que la participation du privé, elle n'est pas importante. La production. On n'est pas sur un stockage sur le parc immobilier. Parce qu'il faut être en stock pour que les prix baissent. Pour être en stock,
il faut traverser la courbe, que la production dépasse la demande. On n'est pas sur ce schéma. On n'en est pas, on est très loin de cela. On est sur une production privée faible. Attention, j'accuse personne. Je fais un état de situation. Pourtant, on parle bien, alors je parle bien précisément de la wilaya d'Alger. C'est la capitale, c'est celle où il y a une plus forte concentration. Mais évidemment, on parle aussi des grandes villes du Nord. On parle de méventes. Dans le logement résidentiel privé. Est-ce que c'est le cas? Alors, au moment où M. Benyamina dit qu'il n'y a pas encore réponse à la demande, donc il y a encore un déséquilibre entre l'offre et la demande. Si Benyamina a bien détaillé ça, il y a un déséquilibre. Il y a un déficit d'abord en logement en Algérie. Sur une population de 40 millions d'Algériens, nous avons un parc de 8 millions de logements, 8 500 000, avec les derniers programmes. Donc le taux d'occupation du logement, il est un peu fort par rapport à ce qui devait être. Logiquement, on ne va pas dire on ne passera pas comme les Européens qui ont atteint le 2 par logement. Ouais, il faut dire quand même que la moyenne, la norme, c'est un logement pour 4 personnes. C'est ça. C'est 4,2. Exact. 4,2. Non, mais en Europe, nous avons fait une petite étude, c'est 1,9, 2,0 par logement. C'est-à-dire 2 personnes par logement. Ça se passe en Angleterre, à Paris et les grandes villes du monde. En Algérie, nous sommes à 5,2. Donc, ça veut dire qu'il y a un déficit. Et en contrepartie, nous avons un parc et nous avons des méventes, comme vous le dites, parce que les prix ne répondent pas à la question économique. On parlait tout à l'heure, pourquoi le prix, on dit qu'à Alger, c'est plus cher qu'à Paris. Parce que les salaires ne suivent pas. Le mode de vie de l'Algérien ne suit pas ce qui se passe sur le terrain. Ce manque en parc immobilier crée un déficit. Quoique, il y a toujours, comme disait M. Ramdani, 250 000 logements de construits par année, mais 400 000 demandes en face. Donc le déficit, et l'Algérien restera un éternel demandeur de logement. C'est-à-dire qu'il faut continuer sur cette lancée pour pouvoir, dans 15 ou 20 ans, arriver à satisfaire d'abord la population algérienne. À Alger, il y a 4 millions d'Algériens qui y résident. Et il y a je ne sais combien de millions qui passent. Oui. Et à Alger, je parle d'Alger parce que c'est la capitale, tout le monde veut avoir un logement à Alger. Tellement qu'il y avait une demande un certain temps, les prix ont dépassé l'imaginaire. Mais aujourd'hui, avec les prix qui ne suivent plus la situation économique du simple citoyen algérien, c'est lui le moyen, l'Algérien moyen, c'est lui qui crée ce marché, cette dynamique. Oui. Malheureusement, celui-ci n'arrive plus à suivre, que ce soit en location ou à l'achat. On trouve maintenant des promoteurs qui construisent, comme vous le dites tout à l'heure, résidentiel. Moi, je ne vois pas où est le qualificatif résidentiel. On achète des terrains, des fois dans des endroits qui ne répondent pas, mais à l'intérieur, c'est vrai qu'ils sont faits en très bonne qualité, avec de très bons matériaux. Le résidentiel, c'est pas son explication. Donc il faut avoir tout un environnement qui répond un petit peu à ce résidentiel. Ceux-ci sont arrivés à un niveau de 500 000, 400 000, voire 600 000 dinars le mètre carré. Parce qu'il a construit une petite piscine, un petit magasin, un terrain de tennis. Mais à l'extérieur, cette clientèle n'existe plus. L'Algérien n'investit plus dans le bâtiment. L'Algérien place son argent dans un autre secteur, qui est la devise. Oui. Parce qu'il n'y a pas de traces. Vous êtes d'accord? Allez-y. Mais je préfère laisser la parole. Je veux réagir plutôt sur ce qui a été... D'abord, s'il vous plaît, par rapport à ce que vient de dire M. Abidet. Je partage à moitié, au fait. Oui. Parce qu'on sent, en fait, nous, ce qu'on fait sur notre site, kalia.com, on fait une étude annuelle du marché immobilier. On prend ce qui intéresse plus les Algériens, c'est la location des appartements. Et on essaie depuis 2015 de voir l'historique et de voir cette dynamique du marché. Et au fait, pour répondre aussi à M. Aouidet et au VTR, qu'il y a une tendance baissière, il y a une stagnation, il y a une hausse. Et ça dépend des wilayas. Et après, on l'explique wilaya par wilaya. Si on voit la capitale Oran, il y a eu par rapport à l'année passée, donc 2017 par rapport à 2016, il y a eu une stagnation des prix.
Stagnation, ça veut dire une baisse de 1% ou la 0,6% si on parle de la capitale. Donc il y a quand même des wilayas, donc Alger avec toute la pression et la demande sur cette ville, il y a eu une stagnation. Quand on essaie de l'expliquer, ça répond aussi à un citoyen qui parlait de livraison des logements. Donc en partie, il y a eu beaucoup, en tout cas dans la capitale, pas mal de livraison de logements qui a essayé d'absorber la nouvelle demande. À Alger, on a une nouvelle demande qui est estimée à 30 000 nouvelles demandes an. Donc ces programmes publics, ils ont pu absorber ralenti en fait le rythme haussier. En absorbant la nouvelle demande, donc il y a un équilibre entre l'offre et la demande et les prix stagnent. Mais on a vu d'autres wilayas où les prix ont augmenté. Parce que l'offre a été en deçà de la demande. Et il y a la troisième partie où les prix ils ont chuté parce que ça s'explique surtout par la crise économique où les wilayas où il y avait une implémentation importante de sociétés algérienne ou étrangère, et parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour finir les projets, donc tous ces travailleurs, ils ont changé d'endroit, et du coup, la demande a baissé, et ça a fait que les prix ont baissé. C'est devenu un lieu moins attractif. C'est ça. Et pour dire en fait que le marché algérien, contrairement à ce que pensent beaucoup d'experts, il est dynamique. Il répond à la règle universelle économique d'offre et de demande. Mais on est d'accord que les oscillations de hausse ou de baisse des prix du mètre carré, elles sont vraiment très légères pour l'instant. Ça dépend les wilayas, oui, ça dépend. Monsieur Benyamina. Permettez-moi d'avoir carrément notre angle de tir. On ne peut pas faire de l'analyse financière à court terme pour un produit qui fonctionne à long terme. Ça, parce qu'on risque de fausser l'approche des solutions. Parce qu'en fin de compte, on analyse pour apporter après des solutions à ces problèmes. Je reviens toujours au déséquilibre. Le taux d'occupation de logement qui a été développé par M. Ouidat, attention, le taux mesuré à Alger, il est faussé parce que la concentration est faussée. Je reviens toujours au déséquilibre. Parce qu'en fin de compte, si on veut aller vers les solutions, ou construire sur notre cartographie. Monsieur Ramdani, je suis bien ces analyses qui sont pertinentes, il donne les variations et surtout par rapport au locatif. Et on peut faire le lien économique entre le locatif et le prix de vente parce qu'en fin de compte, c'est un parc immobilier qui n'est pas en vente, où il est acheté par des investisseurs qui cherchent la rentabilité locative. Monsieur Ramdani, à travers ses analyses, il en a fait une en fin d'année 2017 récemment, il donne les changements qui sont à travers le territoire national. Mais en fin de compte, ces changements sont dus à quoi? Sont dus à un dérèglement, je dis bien et j'assume ce que je dis, un dérèglement économique de la production de l'immobilier. Il y a un dérèglement, parce que j'ai l'habitude, permettez-moi, M. Ouidat, chaque fois M. Ouidat, il nous parle de spéculation. Effectivement, il le dit bien, la spéculation explique une partie de cette inflation des prix. Mais, à mon sens, c'est que cette distribution anormale des prix, elle est liée, parce que je dis toujours que l'immobilier, c'est de l'économie, et je raisonne en vision intégrée en économie immobilière. Il y a un dérèglement de la production du produit immobilier. Et la preuve, l'analyse de l'expert Ramdani rejoint cette approche. Il est dû à quoi, ce dérèglement, justement? Là, c'est une excellente question. Absolument. Oui, je vous remercie beaucoup, mais peut-être je peux... Alors, je reviens toujours en quelques points très rapidement. Je reviens toujours à la vision intégrée économique et je ne la quitterai pas durant toute cette séance. Hein. Permettez-moi d'y rester. C'est qu'il y a un volet production qui est la filière de la construction. Ils ont parlé des banques. Mais il a raison, le bonhomme, celui qui a parlé des banques, il a raison. Il y a la filière de la construction. Devant la filière de la construction, il y a la filière de l'ingénierie, tout ce qui est conception et matière grise apportée à la conception. Et il y a la filière des banques et assurances. Ces trois filières, il y a d'autres aussi, il y a la filière de l'industrie. Ces trois filières donnent naissance à ce produit immobilier. Si on va vers la filière de la construction, c'est quoi une entreprise de construction? C'est toujours un investisseur qui met un capital investi, qui attend une rentabilité. Mais cette entreprise, suite à une restructuration donnée des entreprises, on a perdu un petit peu l'outil de production et on a perdu aussi la technique et la qualité de la production. Donc, on ne sait pas et on ne peut pas produire autant
parce qu'on n'a pas assez d'entreprises. Même si on en a assez, on ne peut pas respecter les délais. J'ai donné un exemple que je donnerai toujours. Vous prenez une entreprise, ce n'est pas parce qu'elle est chinoise, non, parce qu'elle a un investissement autre. Vous prenez une entreprise chinoise, l'engin, c'est sa propriété. 3000 employés, elle fait un délai 3 fois moindre qu'une entreprise nationale. Mais bon, elle a juste un volet. Oui. Donc, en fin de compte, ce dérèglement, il est lié à l'économie. Quand l'économie patine, oui, le produit patine. Si, par exemple, l'économie algérienne, je peux? Oui, allez-y. Si l'économie algérienne est en pleine croissance, avec tout le respect que je dois à tout le monde, on peut ramener des entreprises qui construisent 3 fois plus rapidement, mais à un coût plus cher. Mais peut-être qu'au début de la production, on va réaliser un coût élevé. Oui, mais on va raisonner à long terme et on va alimenter le parc immobilier. On aura un surstock et c'est connu dans tous les produits. Quand il y a stock, le produit baisse. Donc aujourd'hui, les opérateurs privés ont raison de dire voilà, le mètre carré coûte voilà, jusqu'à 700. Bon, 700, j'exagère, c'est le foncier qui coûte cher. Ils ont raison de dire que voilà, objectivement et économiquement, ils ne peuvent pas réaliser pour moins cher. Non, écoutez, on revient un petit peu à ce que disait M. Benyamina, c'est économique, c'est une économie, c'est comme ça qu'on voit l'économie. Mais le terrain en Algérie, c'est une autre chose. Moi, j'aime parler du terrain, je suis un homme de terrain. D'abord, pour pouvoir investir ou lancer une opération économique, il faudrait qu'on soit dans un marché régulé. Et ce marché, il faudrait qu'il soit aussi transparent. Malheureusement, j'y reviens, toujours. Ces intermédiaires, avant que cette entreprise commence à... avant l'ouverture du chantier, déjà il y a 36 000 intermédiaires qui interviennent pour le foncier. C'est pour ça qu'on voit les terrains. Et dans tous les pays du monde, le terrain coûte 3 fois moins cher que ce qu'on a construit. Il n'y a qu'en Algérie que le terrain dépasse ce qu'on a construit de 30 fois, si je ne me trompe pas. Vous parlez souvent dans vos interventions, au nom de la FNAI, la Fédération nationale des agences immobilières, vous parlez souvent des intermédiaires, mais vous n'identifiez pas qui sont-ils réellement. On imagine des grands monstres, mais qui sont-ils finalement? Ce sont des Algériens qui ont trouvé un vide, et la nature a horreur du vide, qui travaillent au vu de tout le monde. Ils interviennent dans les terrains, ils interviennent même dans les matériaux de construction, c'est comme ça que ça se passe en Algérie. Donc ce sont des revendeurs, ils achètent et ils revendent. En amont et en aval, c'est-à-dire depuis le début de l'opération jusqu'à la fin. C'est ça la réalité du terrain. Donc il y a un marché qui est, comment dirais-je, il y a une anarchie totale dans ce marché, mis à part ce qui se passe du côté public. Mais dans le privé, c'est une anarchie totale. Je peux vous interrompre, Saouidat, sur ce point-là. En fin de compte, on est toujours... C'est-à-dire, je veux juste situer, effectivement, vous le dites à chaque fois, et je respecte beaucoup, mais je veux juste intégrer ça et le situer à sa vraie place. La spéculation, certes, elle apporte de l'inflation au prix, mais cette spéculation, elle est due à quoi? Un dérèglement économique. Ce que vous êtes en train de dire, c'est un dérèglement économique. Moi, je le dis d'une autre manière. C'est un dérèglement de l'économie. Non, mais du contrôle. Là, on est dans des paramètres de process. Il y a un process pour eux qui permet l'introduction d'opérateurs dits intermédiaires, on est d'accord. Effectivement, donc, mais automatiquement, la solution, elle serait trouvée dans n'importe quelle économie s'il y a une régulation, s'il y a on va dire, une loupe qui va regarder à différents niveaux les intermédiaires. La solution pourrait être facilement trouvée, non? Pour moi, en fait, c'est plus un problème de mentalité que de régulateur. Parce que l'intermédiaire qui prend une commission en mettant en relation l'acheteur et le vendeur, c'est très difficile. On ne parle pas de bureau d'affaires, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, qui étaient en train d'exercer une partie du métier de l'agent immobilier, et l'agent immobilier est agréé. Donc il est le seul à autoriser à faire des transactions immobilières. Mais là, on parle de se massaler entre guillemets, c'est très difficile de le réguler. C'est plus, en tout cas nous, on essaie de sensibiliser le citoyen. Oui. Pour passer par un professionnel, parce que l'immobilier c'est très complexe. En tout cas, la loi immobilière, tout ce qui tourne et gravite autour de l'immobilier, il y a beaucoup de lois, beaucoup de législations et beaucoup de problématiques si on parle juste des actes de propriété, il y en a tellement en Algérie, donc d'avoir l'expertise
pour ne pas être arnaqué, Oui. nous, on conseille en tout cas aux citoyens de passer par un professionnel. Mais le débat est très... en tout cas, la solution n'est pas aussi simple que ça. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que disait M. Benyamina, l'exemple très pertinent des Chinois et des Algériens. Et en fait, pour votre question, pourquoi le promoteur algérien ou la société de réalisation n'est pas compétitif? Et si on veut comparer avec les Chinois, pourquoi les Chinois ils sont très compétitifs, en tout cas au niveau des prix? Parce qu'ils investissent et ils ont su réduire les coûts. Absolument. Donc quand ils viennent dans un pays, ils achètent des clairières, ils achètent du matériel, ils installent des bases de vie un peu partout. Ils sont très rentables parce qu'ils achètent. S'ils achètent le ciment, donc ils prennent une centrale à béton, et ils achètent aussi en grande quantité tous les matériaux de construction. Et du coup, ils sont très compétitifs au niveau des prix. Même des sociétés algériennes publiques, pour ne pas les citer, ils peuvent très difficilement être compétitifs. Et la solution, en fait, pour nous, en tout cas pour encourager les Algériens, une solution envisageable, c'est de se rapprocher en groupement et d'essayer d'investir en fait dans tout ce matériel pour réduire les prix. Oui. On a vu un promoteur très connu de Sidi Bel Abbas, qu'aujourd'hui c'est le numéro 1 des promoteurs, un groupe, et en fait il a su ce qu'il a fait, il s'est diversifié, il a créé des sous-sociétés pour la peinture, pour le revêtement, il a su réduire ses coûts, il est très compétitif, et je me suis déjà entretenu avec le PDG. Vous parlez du groupe Hasnaoui. Du groupe Hasnaoui. Oui, et les enfants Hasnaoui, leur père l'Arhmo, donc les enfants, ils ont su importer le savoir-faire. Donc ils importent, ils fabriquent en Algérie une peinture isolante. Et c'est vrai que voilà comment on peut... Il y a un exemple d'intégration et d'ingénierie qui permet, mais est-ce que les prix sont, moins chers? Les prix de Hasnaoui sont parmi les moins chers. Parce qu'il a su réduire ses coûts. Il peut produire en Algérie des appartements, en tout cas promotionnels, avec des prix très intéressants. Je vais parler votre langage. Merci, M. Ramdani. Votre langage à vous, Benyamina, c'est le langage économique. Alors, économie immobilière. Est-ce que l'on ne serait pas aujourd'hui encore dans la phase morcelée de ces activités de promotion immobilière où les gens préfèrent travailler seuls, ils préfèrent avoir recours à un système qui coûte plus cher, mais de toutes les façons, ils sont certains qu'ils vont trouver des gens qui vont pouvoir acheter. Ils travaillent sur un segment, oui ou non. Et avec le temps, peut-être pourront-ils se rassembler ou en tout cas dupliquer le modèle du groupe Hasnaoui. Selon vous, est-ce que c'est une étape transitoire? Transitoire, pas forcément, si vous permettez, madame. D'abord, ils travaillent sur un segment. Et ce segment existera toujours, même si on sera en pleine croissance immobilière. Il y a juste, peut-être pour répondre à cette inquiétude, on est en train de parler de prix. Et dans le prix, il y a l'offre et la demande. Nous avons des promoteurs qui offrent, qui mettent sur le marché, si on parle de ce segment. Et nous avons d'autres promoteurs qui mettent sur d'autres segments. Mais nous avons aussi l'acheteur, le consommateur. Moi, je vois souvent l'association de la défense des consommateurs au niveau des plateaux TV. Mais jusqu'à présent, à ce jour, personne, parce que c'est, comme l'a bien dit l'expert Ramdani, c'est que personne ne défend la consommation du produit immobilier. Vous savez pourquoi? Parce que c'est très complexe. Moi, je vous le dis et je le dis et je démarre de ma personne. On ne sait pas acheter. L'Algérien donne et paye plus et donne à l'intermédiaire et il achète sans que les conditions réglementaires, techniques et financières soient vérifiées correctement. Peut-être on peut me dire, même mes collègues peuvent me le dire, mais l'Algérien ou le consommateur n'est pas censé connaître tout cela. La même chose, il n'est pas censé connaître le produit de la viande, il n'est pas censé connaître d'autres produits, mais il est censé aller vers le professionnel, que ce soit l'agent immobilier, que ce soit l'administrateur de biens, que ce soit l'expert, que ce soit le consultant. On ne sait pas acheter. Donc le fait qu'on ne sait pas acheter, qu'est-ce qu'on fait? Je reviens toujours sur un dérèglement. Effectivement, je parle d'économie, mais d'économie immobilière, très précis. J'empiète pas sur les plates-bandes de l'économie générale. Certes, c'est lié, mais l'économie immobilière. Donc qu'est-ce qui se passe? Le consommateur, à travers son comportement, il dérègle la demande. C'est une demande faussée. Maintenant, pour revenir au prix... Comment devrait-il consommer alors? Vous dites qu'il ne sait pas consommer. Comment devrait-il consommer? Ah, très bien. Comment devrait-il consommer? Vous avez un promoteur, qu'est-ce qu'il fait? Un promoteur, il présente un produit à un prix. Dans la rentabilité du promoteur, il a un capital investi, il vend. Attention, le code commerce, les prix,
sont libérés. Le bénéfice, même s'ils gagnent. Oui, le bénéfice n'est pas plafonné, donc absolument. Il peut gagner 600%. Même s'il a une rentabilité en vendant à 500 000 dinars, moi je vends des quartiers, on est à 800 000 dinars. Même s'il a une rentabilité à 500 000, s'il trouve preneur à 800 000, que demande le peuple? Il est là pour rentabiliser au mieux son capital investi. Il le savait, il le sait, il l'a fait pour cela. Maintenant, comment le consommateur achète? Parce que on consomme le produit immobilier avec une approche à court terme. Mais l'erreur, elle est là. On consomme le produit immobilier, ce n'est pas un verre d'eau, c'est une approche à long terme. Une approche à long terme, maintenant, quand j'achète, je vais bloquer de l'argent. Et on n'a pas encore cette culture. Mais je pense qu'avec des plateaux TV comme ça, avec des séminaires, des ateliers, on sensibilise la manière de consommer. On bloque énormément d'argent sans calculer qu'est-ce qu'on va, est-ce qu'on est en perte ou est-ce qu'on est en gain. C'est vrai dans la promotion privée, mais contrairement à ce que vous dites, quand l'Algérien achète dans les programmes publics, on a vu des célibataires de 25 ans, ils demandent un F4, dans le cadre du LPA par exemple. C'est vrai que voilà, il n'y a pas cette rentabilité parce que les prix... Je ne suis pas né sur le F4. En fait, il y a des... Pour suivre votre... Il ne se projette pas dans l'avenir. Quand il achète peut-être dans le privé, mais quand il achète chez l'État, il achète un célibataire, il achète un F4 parce qu'il veut avoir ce logement, même s'il n'a pas des besoins réels. Parce que c'est pas cher. Parce que le tôle lui coûte nettement moins cher. Il est complètement faussé. Et je le dis, on le sait, il est faussé parce que le prix est administré. Donc ce tôle qui a été développé tout à l'heure par M. Widat, ce tôle est le même ailleurs, même chez le public. Parce qu'en fin de compte, il répond à un marché immobilier. Mais pourquoi il est faussé? Parce que le prix est soutenu. Et c'est ça, en fait, ce qui fait aussi... C'est ce qui aussi change l'attitude du consommateur. Absolument. Parce qu'en fait, on a presque deux marchés. On a le marché public, donc l'offre publique, après, elle est restreinte ou pas, donc on ne peut pas répondre à tout le monde. Il y a l'offre privée qui est à 10% du marché. Du coup, c'est vrai qu'il y a deux mondes parallèles, comme j'aime bien les nommer. Et voilà, et les prix, la différence de prix, elle est vertigineuse. Donc, partout dans le monde, il y a le logement social soutenu. Oui, je voudrais qu'on développe également une idée que vous avez initiée, à savoir comment l'Algérien aujourd'hui entrevoit le financement de son logement. Je sais que vous, agence, pensez que les Algériens devraient plus louer qu'acheter. On va partir du postulat que voilà, les Algériens pensent que la location reste quand même chère aujourd'hui et que notamment une famille ne souhaite surtout pas, comment dire, se lier, avoir les pieds et poings liés sur une location qui va les endetter ad vitam aeternam. Donc aujourd'hui, quelles sont les solutions pour lesquelles ils optent pour financer lorsqu'ils veulent acheter, d'ordre général? Il y a les fonds propres, ça c'est le premier. Le fonds propre, moi je n'y crois pas aux banques. Je n'y crois pas aux banques. Je vais vous expliquer. En tant que président de la FNAI. Oui. Il y en a beaucoup quand même. Pas autant que personne. La précision de détail, je veux dire le montage financier. Je veux dire le montage financier. Parce qu'il y a un vrai problème, c'est que la valeur réelle n'est pas déclarée. Donc la banque, ce qu'elle prête, ça ne reflète pas la réalité du produit vendu. Alors j'apporte une précision, M. Samahni. Désolé. Avec tout le respect que je dois à votre approche et aussi les dérapages qui peuvent exister. S'il y a une référence sur les prix, sous réserve bien sûr du dérapage de l'expert, là je partage avec vous l'avis. Mais s'il y a un schéma où il y a traçabilité financière, c'est bien le schéma bancaire. Parce que comment ça se passe Oui, mais la banque, elle prend ce qu'on lui donne. Hein. Si on lui déclare le montant d'un bien de tant de dinars, elle calculera par rapport à ça. Vous avez raison, mais comment ça se passe au niveau de la banque? La banque donne un crédit sous l'étude d'une expertise bancaire. Maintenant, si l'expert fait une fausse déclaration, là on a un autre problème. On a un problème d'ingénierie. Il faut que chaque chose soit située pour apporter la bonne solution. Oui. La banque désigne un expert, l'expert fait l'évaluation prévisionnelle de ce bien. L'acquéreur va négocier avec le vendeur, ils arrêtent un prix, ils sont dans la fourchette du bien. Même bad, la banque, elle va donner un crédit en fonction de l'expertise.
pas de l'expertise. Le chèque est libéré. Du salaire de Oui. ce demandeur. Non, le salaire. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Là, vous parlez de ce qu'elle va prêter à l'acquéreur. Non, vous parlez de montage. l'endettement. J'apporte une précision. Samhouni, c'est mon terrain, si vous permettez l'expression. Dès qu'on va le terrain. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Donc, quand on va, parce qu'il a parlé de la banque, effectivement, si la banque ne participe pas, on reste comme un boiteux. Parce que qu'on le veuille ou pas, on a un problème de financement. Maintenant, on bat banque privée, banque publique, banque islamique, autre, ça c'est un autre débat. Quand on va sur la banque, on fait une évaluation immobilière à travers un expert. On arrête un montant, et puis la banque va financer 30, 70, 20, 80, 10, 90. Ça dépend des ressources de chacun. À supposer. On revient maintenant. Le salaire, à quel moment il intervient? Le salaire, c'est une capacité de remboursement qui affronte un montant qui est le besoin. Ça, c'est la capacité d'endettement. Absolument. Vous êtes en train de dire que les promoteurs ne sont pas en mesure de duper les banques sur les montants des logements qu'ils vendent. Je le dis, j'assume ce que je dis. Si la banque est dupée, c'est à cause de l'expert. D'accord. Parce qu'il y a expertise. Ouais. Non, moi, ce que je parle, je l'ai toujours dit, je suis un homme de terrain et je vois beaucoup de prêteurs l'un les banques. Ça, c'est certain. Le bonhomme. Tout à l'heure, vous avez dit j'y crois pas, mais bon. Non. Il y a juste 2 minutes, vous avez dit je crois pas aux banques. Non, je termine pour bien m'expliquer. Parce que ça ne veut pas dire que je n'y crois pas aux banques. Oui. Je n'y crois pas au financement. Et à la valeur réelle de ce. Parce que où est-ce que je veux en venir? C'est-à-dire que tout est biaisé. La sous-déclaration. Il y a une sous-déclaration. Le parc immobilier algérien est sous-déclaré. Ce n'est pas sa valeur réelle. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'il faut régler pas mal de problèmes pour pouvoir dire que maintenant la banque joue le rôle et prête à une valeur réelle de ce qui se passe sur le terrain. Mais tout de même, la banque, elle n'est pas en mesure de savoir déjà l'endroit où est situé ce logement. Si, le foncier, elle a une idée sur le standing. Non, la banque, elle est là. C'est une entreprise économique. Oui. La banque, la banque préfère qu'on se déclare. Même si on le dit, on le dit pas. Parce qu'elle veut quand même assurer son placement. Oui. Donc, plus il est moins déclaré, plus ça intéresse la banque. Je ne dis pas que c'est une comment dirais-je, méthode utilisée par les banques. Oui. L'assurance, c'est la même chose. On veut se déclarer pour pouvoir au moins camoufler. Monsieur Abidat, je termine, c'est cette économie qui est pratiquée. Il n'y a pas de langue de bois. On essaye de dire ce qui se passe pour que cet Algérien qui nous regarde puisse puisse dire que je vois des Algériens en train de parler de l'économie algérienne. Du pays qu'ils connaissent. Exactement. Surtout. C'est-à-dire que ça reflète ce qu'il vit. En réalité, donc, comment ça se passe? Aujourd'hui, donc finalement, la sous-déclaration, c'est quelque chose qui est entendu par les différents acteurs. C'est que ce tout soit le monde qui se déclare. le promoteur, et même la banque, finalement, elle est au courant. Bien sûr. Mais puis, comme il y a une hypothèque, à la limite, comme vous disiez, nous sommes arrivés, je m'excuse, moi, quand on le terrain, nous sommes arrivés devant un notaire, il vous dit c'est pas normal. Si on veut régler les problèmes de ce que vous dites, c'est bien, M. Beniamina, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais la réalité, elle est tout autre. Vous savez, M. Aouidat, si vous permettez, parce que peut-être je ne partage pas deux choses. La première, que vous dites que les banques participent. Là, je ne partage pas. Vous dites que les compagnies d'assurance participent. Là, je ne partage pas. Peut-être on aura le débat sur un autre plateau. Je vous donnerai des détails par rapport à la procédure bancaire et par rapport à la procédure de la compagnie d'assurance. Ce que je développe ici, si vous permettez, ce n'est pas de la théorie. C'est une approche scientifique, technique, qui s'appuie sur la réglementation algérienne, qui s'applique sur la technicité algérienne, et qui s'applique sur la finance et l'économie algérienne. Ce que j'essaye de projeter, écoutez-moi bien, M. Abidat, moi, en tant qu'expert, je ne laisserai pas le citoyen placer les indicateurs pour trouver les solutions. Même s'il le veut, il ne peut pas le faire. Je connais le terrain, on connaît le terrain tous. J'essaie de présenter un processus qui obéit à notre réglementation technique, financière, économique, mettre des indicateurs pour pouvoir jauger, parce qu'en fin de compte, pourquoi on est invité autour de cette table ? Ce n'est pas uniquement pour présenter une analyse. L'analyse, c'est un préalable, certes, mais c'est pour apporter des solutions. On ne peut apporter des solutions que lorsqu'on place des indicateurs et mesurés.
Donc, concernant les prix, effectivement, il y a de la déclaration, pour ne pas dire en plein direct de la fausse ou là. Parce que le prix est déclaratif. C'est vrai. Mais juste une précision, pardon? Chez le notaire ou chez la banque? Absolument. العقد التصريحي pardon. Après, le prix il est vrai, il n'est pas vrai, ça, personne n'est censé savoir. Non, mais il y a un chemin. Non, si, c'est pour ça que je ne partage pas, mais je vais juste aller à la fin de l'aboutissement de ce prix. Le notaire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'acte, il le dépose au niveau de la conservation foncière. Et la conservation foncière, qu'est-ce qu'il fait? On a la taxe du fisc. Le fisc, il fait sa propre... C'est elle qui se fait avoir le plus lorsque la déclaration n'est pas... Oui, n'est pas juste. Mais le fisc, on parle quand même d'un enjeu qui est lié au trésor public. Et c'est l'argent de tous les Algériens. Mais le fisc, en fait, il a toute latitude de faire un regard, de réévaluer et faire sur un barème qui... Sur quelle base? Non, attendez, sur quelle base le fisc? Qu'est-ce qu'il fait le fisc? Qu'est-ce qu'il fait le fisc? Il a ses évaluateurs. Et le fisc, ces dernières années, il faut le dire, attention, ça a changé. Et on évolue progressivement, on ne peut pas changer. Ils sortent de leur bureau et ils vont aller voir... Et ils ont des enquêtes, 3, 6 mois, mais juste la précision. Pourquoi l'évaluation du fisc est différente de celle de l'expert? Le fisc raisonne en zone. L'expert raisonne en individuel, par habitation. Oui. Le fisc, ce qu'il importe, c'est la carte fiscale. Par contre, l'expert au niveau de la banque, il raisonne sur un bien. Mais le fisc réévalue le bien. Mais ce qui se passe chez le notaire, il est déclaratif, il est réglementaire. Et si jamais c'est déréglementé ou c'est une infraction, le fisc rappelle à l'ordre, il redresse le bonhomme. Il y a beaucoup de maladresse dans les transactions immobilières. C'est juste ce que vous dites. Mais il faut juste placer les jalons là où il fait pour bien trouver les solutions. Je ne suis pas un académicien pour placer les mots là où il faut. Moi, je suis un homme de terrain, j'essaie de dire les vérités crues. Donc, ce qui se passe, même le fisc a un barème qui est changé chaque 2 années ou 3 années en fonction du marché de l'immobilier, c'est-à-dire en fonction du marché parallèle. Comment il fonctionne? Il n'y a qu'un seul marché. Non, il y a un marché parallèle qui est plus important que le marché. Mais est-ce que le fisc le prend en considération? Est-ce que c'est quelque chose Bien sûr, c'est comme ça que ça fonctionne. Comment on redressait les gens? Il y a 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans. On prenait le téléphone et on appelait. شحال عندك l'appartement هذيك تبيعها في قريدي 800 millions. Ça se passe à quel taux? C'est comme ça, pardon. Donc il y a des enquêtes qui sont faites pour confondre les c'est-à-dire que chacun trouve son compte. On ne veut pas rester dans cette économie. On voudrait avoir un marché de l'immobilier très transparent et très clair. C'est-à-dire aller vers la déclaration totale. On aura un seul baromètre. Pourquoi il y a plusieurs baromètres? Un au fisc, un deuxième aux banques, troisième aux assurances, et le terrain, le CRIA qui a son... Le CRIA qui fait ses sondages. Exactement. Et je voudrais vous poser une question justement par rapport à tout ça. Alors, on a dit que les banques, il y avait un expert qui allait donc vérifier que le montant de l'appartement est vraiment le bon. Il va y avoir l'expert ou voilà, le monsieur qui travaille dans la conservation foncière, ça je ne dis pas de bêtises, qui lui va peut-être prendre le téléphone et vérifier si réellement... C'est les impôts. Voilà, ça c'est les impôts. La conservation foncière aussi. L'assurance, elle veut baisser un petit peu le prix pour pouvoir garantir. La banque veut baisser pour pouvoir avoir une garantie. C'est comme ça que ça se passe. Tout ça, c'est pas autant d'éléments contraignants qui vont pousser les gens à dire, le promoteur à dire, bon bah si tu as du cash, il vaut mieux payer par cash. Mais on se mord la queue finalement. Bien sûr. Si l'on souhaite avoir une rigueur, est-ce que cette rigueur ne risque pas, comme vous la décrivez en tout cas, ne risque pas de repousser les gens à payer par voie bancaire? Allez-y. En tout cas, moi, je ne partage pas beaucoup de points de ce qui a été développé. Mais moi, en fait, vous avez le droit de ne pas être d'accord ce soir. C'est pas grave, allez-y. Je n'ai pas là pour être d'accord. Si je peux permettre, moi, je veux enchaîner et peut-être proposer une solution. Parce que là, on parle des prix qui sont un peu exorbitants, que voilà, la promotion immobilière neuve, elle est... Là, on en est à dire qui en profite. Hein. Elle n'est pas accessible peut-être à une large frange des Algériens. Oui. Si on a l'indice... Et en fait, voilà, parce qu'il y a une offre rare et une demande galopante. Oui. Et au fait, la solution, dans presque tous les pays, on le voit malheureusement très rarement en Algérie, on n'a pas un vrai marché locatif structuré en Algérie. Parce qu'au fait,
La question qui a été posée par M. Benyamina, est-ce qu'on loue, on achète, on ne se la pose pas en Algérie, on se la pose en Europe, faut aux répondre à la États-Unis. question. Et en fait, en Algérie, on a fait un sondage في الكلية, 60% des Algériens, ils se considèrent en crise de logement, en crise, s'ils ne sont pas propriétaires de leur logement. Oui. Après, la question qui se pose, est-ce que tout le monde a les moyens d'acquérir? Ils sont en précarité, ils sont en proie à des gens qui leur louent et qui décident de chaque année à revoir les montants. Mais c'est ça la problématique, parce qu'en Algérie, on n'a pas un vrai marché locatif. Si on avait un vrai marché locatif structuré, et nous, on avait saisi le Parlement algérien pour qu'il change au moins la durée du bail de location, qui est aujourd'hui pas limitée. On peut louer à 6 mois, à 1 an, et faire sortir le locataire en augmentant peut-être abusivement le prix. Et on avait demandé des baux, suggéré plutôt des baux à 3 ans, pour garantir une stabilité aux citoyens algériens, d'interdire l'avance annuelle de loyer. Ça, on la voit qu'en Algérie, d'avancer le service fait comme si ça n'existait pas en Algérie. Oui, ça crée des rentiers. Juste une précision pour la durée, si vous permettez. Et de passer, allez-y, je finis, je vous donnerai la parole. Pardon, surtout qu'il nous reste encore quelques minutes, allez-y. Et en fait, d'exiger en tout cas que ça reste à l'initiative du locataire, de payer mensuellement, trimestriellement, ou faire une avance. Mais ça ne soit pas une contrainte comme aujourd'hui. Et beaucoup d'Algériens le vivent très mal et se considèrent en crise de logement s'ils sont en location. Et ce n'est pas normal. Et c'est pour ça qu'on voit aussi le gouvernement aujourd'hui, il pense à lancer une formule, le LLP, le logement locatif public, pour apporter un nombre important de logements en location à des prix étudiés. Donc réaliser des logements, des programmes de logements qui seront loués, qui seront en location. Ailleurs dans le monde, les gens se posent la question, est-ce que je loue? Et des fois, la location, elle est plus rentable qu'un achat. Plus rentable sur le long terme, bah oui. Parce qu'une location abordable d'un couple... Sous peu qu'il y ait de la visibilité, sous peu qu'il y ait de stabilité de contrat. C'est ça. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui en Algérie. Par rapport à ça et par rapport à autre chose, par rapport à nos moyens, j'ai juste les moyens de louer. Je n'ai même pas 30% pour l'apport. Je n'ai même pas les moyens de me payer un coût de crédit à 5%. Donc, on revient absolument, 5-6, on revient à la capacité. Et en plus je n'ai pas de cash, je n'ai pas à mettre 20 millions de dinars en une fois, avec toutes les dettes personnelles et bancaires. Là, je serai en crise. Je serai en crise, pourquoi? Je veux être propriétaire, mais financièrement, je ne le peux pas. Juste un point, c'est que le développement du marché locatif, qu'est-ce qu'il fait? Il va baisser la pression sur le marché de vente. Il va donner le temps à la machine économique de produire de l'immobilier, dispatcher entre le locatif, réguler. Les professionnels se forment et développent aussi la compétence, parce que si l'expert n'est pas compétent, si l'agent n'est pas compétent, si l'administrateur n'est pas compétent, le citoyen, il va ailleurs. Et ce ailleurs, comme l'a dit M. Ramdani, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne le connaît pas. On dirait que c'est des gens qui viennent de la planète Mars. Mais effectivement, M. Aouidat, il le dit à chaque fois, c'est des personnes, attention, incompétents. Je choisirai qui je veux. Mais compétent, j'irai vers la compétence. La compétence, ce n'est pas un mot. Le professionnalisme, ce n'est pas un mot. Abdelhakim Aouidat, un dernier mot. De toute façon, nous, ce qu'on veut, ce débat, on n'a pas pu développer tout ce qu'on voulait, mais il nous faut un marché transparent. Il faudrait revoir ce marché parce que tout ce qui a été dit pendant ce débat, c'est bien. Parmi les solutions, justement, mais les solutions, il faudrait d'abord... que la FNAC propose actuellement, on a écouté celle de M. Il faudrait d'abord canaliser les transactions immobilières. J'ai une proposition. Et dire où est-ce qu'ils sont ces professionnels. Et essayer de lutter contre le marché informel. Tout le monde parle maintenant de la lutte contre le marché informel. Tout le monde parle de blanchiment d'argent. Tout le monde parle de financement terroriste par rapport à la loi. Mais sur le terrain, il n'y a pas ce courage politique pour aller directement là où il faut et régler les problèmes. Les problèmes sont là. Il y a des professionnels sur le terrain. Essayez d'abord de canaliser ces transactions. Essayez d'avoir des chiffres réels. Parce que personne, moi je défie quiconque de me donner un chiffre de ce qui s'est passé pendant cette année pour les transactions immobilières. Que ce soit la demande des F2, qu'est-ce qui s'est vendu en F3, le kadeb. Parce que lui, il détient une petite vérité, moi je détiens une autre petite, lui, il détient une autre petite, mais sur le marché lui-même,
il y a l'informel qui a imposé sa loi. Et comme ça, on ne pourra pas aller loin. Oui, je voudrais qu'on finisse, il nous reste encore une minute 30, on va dire, je négocie. Ce matin, une assemblée constitutive a eu lieu et elle a créé l'Organisation nationale des administrateurs des biens immobiliers. Monsieur Benyamina, Monsieur Ramdani y étiez ce matin. Voilà, quelques mots pour dire à quoi pourrait servir cette organisation qui, je le rappelle, attend son agrément. Je vais parler du métier en attendant qu'elle ait son agrément. L'administrateur de biens, attention, il vient s'installer dans le cycle de l'immobilier. On réalise l'exploitation et la réhabilitation, éventuellement la démolition. Donc l'administrateur de biens, c'est lui qui veille sur la sauvegarde de l'investissement. Ce capital investi depuis le début, depuis la filière de la construction, depuis le cash mis par l'État, le cash mis par le particulier à travers les banques, les assurances, cet administrateur, je le dis, je l'assume en tant qu'expert et j'insiste, c'est la pierre angulaire, c'est la sauvegarde de ce patrimoine immobilier et surtout si on va sur la voie du marché locatif. Attention, le marché, même sur la voie du marché de vente, mais sur le marché locatif, l'administrateur de biens a un rôle extrêmement important à travers la budgétisation pour administrer cet immeuble ou plusieurs immeubles. On veille sur ce capital investi. Attention, un produit immobilier, c'est pas du court terme, c'est du long terme. Oui. On met des milliards, pas pour les casser 20 ans après. Oui. Mais avec l'administrateur, avec une bonne budgétisation. Moi, j'apporte juste une autre pour qu'il y ait absolument. Et il met à disposition à chaque fois, entre les mains de l'agent immobilier, un bien vendable, un bien alloué, un espace bien à vivre. Moi, juste une précision. L'Algérie est en pleine croissance. Je suis expert, vous êtes agent, il est expert, il est promoteur. Il ne faut pas qu'on oublie une chose. On ne connaît pas beaucoup de choses. Il faut se former, apprendre à vendre, apprendre à acheter, apprendre à administrer, apprendre à investir, apprendre à promouvoir, apprendre à conseiller et apprendre à expertiser. Quand on apprend tout cela, les incompétents sont éjectés de fait et c'est ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas de la théorie, c'est des indicateurs. On connaît le terrain, on plaque cela sur le terrain. L'ingénierie de la formation est de taille. Je vous remercie. Merci Abdelrahman Benyamina. J'attendais une réaction peut-être de la part du président de la FNAI, sinon vous risquez de m'en vouloir de ne pas vous avoir Je suis devant un professeur et un expert. Mais j'essaie d'être moi un petit peu objectif. Parce que c'est bien beau ce que vous dites. Mais alors vraiment en quelques secondes. Non. Vraiment en quelques secondes. Non. C'est Benyamina, vous savez que nous travaillons ensemble. Il n'y a aucun problème. Nous sommes là pour former les gens. Mais réglez-moi les problèmes aujourd'hui. Il y a un problème aujourd'hui qu'il faut le régler. Les problèmes d'aujourd'hui tout ce que vous dites, c'est un moyen et long terme. Parlez-nous maintenant de cet Algérien qui veut avoir son logement à un prix raisonnable. C'est tout ce que je dis. L'État est en train d'aider. Merci à vous, messieurs. Merci d'avoir participé à ce débat, de nous avoir éclairés, de vos analyses et de vos solutions également. Je rappelle que pour cette thématique liée au logement, nous avions avec nous monsieur Abdelhakim Aouidet, le président de la Fédération nationale des agences immobilières, monsieur Lotfi Ramdani, expert dans le domaine immobilier et patron du site d'annonce sur le net El Keria. Et merci monsieur Abdelrahman Benyamina, expert dans l'économie de l'immobilier. Merci d'avoir été avec nous. Je vous invite à revoir l'émission et à commenter et à nous suivre également sur la page officielle de Canal Algérie et la page également La Semaine Éco sur Facebook, la page également sur YouTube, nos sites plutôt YouTube de Canal Algérie. Vous pouvez revoir cette émission sur notre chaîne samedi de 11h à midi, sinon la rediffusion sur les sites que je viens de vous citer. Très bonne suite des programmes sur notre chaîne. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle thématique.